Merci. Bonjour à tous. Bon, je devrais dire bonsoir à tous. Alors, le prochain candidat, c'est M. Emmanuel Lacroix, qui va nous parler d'un vaste programme, la polygamie à la lumière de la législation haïtienne et la Torah. Une étude sur la ville de Carrefour. Donc, j'ai l'honneur de présider cette séance. L'encadreur, c'est M. Jean-Rony Gustave, donc directeur de mémoire. Et le rapporteur sera le docteur Nelson Sylvestre. Bonsoir au docteur Jean-Rony Gustave. Et donc, je passe la parole à Emmanuel pour 10 minutes. J'espère qu'il a compris le rituel des soutenances. 10 minutes d'intervention pour le candidat. Il aura présenté son travail pendant 10 minutes et il notera les questions qui vont suivre, hein, les questions posées par le rapporteur. Moi-même, le président, j'aurai sans doute des remarques à faire, des questions, et son directeur de mémoire va intervenir à la fin. Et puis, il prend la parole pour répondre à tout le monde, hein, qu'il note. Il note pour ne pas oublier de répondre aux membres du jury. Voilà, Emmanuel, tu as la parole pour 10 minutes. Merci infiniment, Monsieur le Président. D'entrée de jeu, je voudrais dire un grand merci à l'IUS de m'avoir offert la possibilité de faire une maîtrise en Haïti, soit 40 ans après la fin de mes études universitaires à la Faculté des sciences humaines, service social, et 28 ans après avoir été licencié en droit à l'école de droit et de sciences économiques de Godaï. Merci infiniment, IUS. Je voudrais également remercier bien sincèrement les honorables membres du jury qui ont accepté volontiers d'accueillir la soutenance de notre mémoire en cette journée. Nous remercions spécialement notre encadreur, le docteur Jean-Rony Gustave, pour tout le support que nous étions l'objet de sa part. Nous remercions le docteur Fred Selimel, le doctorant Fednel Zidor, le personnel administratif et enseignant de l'IUS, notre épouse, nos enfants et petits-enfants, ainsi qu'à tous nos amis et collègues de la Cour d'appel de Port-au-Prince. La polygamie à la lumière de la législation haïtienne et la Torah, une étude sur la ville de Carrefour est le titre de notre mémoire pour l'obtention du grade de maîtrise en droit public et sciences politiques. La polygamie sous ses trois formes, à savoir la polygynie, un homme ayant plusieurs épouses, la polyandrie, une femme ayant plusieurs maris, et la polyamour ou amour de groupe, est un sujet d'actualité partout dans le monde, mais représente une énigme pour la majorité des Haïtiens qui utilisent de préférence les concepts de plaçage ou concubinage. En effet, le plaçage ou le concubinage est une forme de polygamie de fait très populaire en Haïti, mais non reconnue par la loi. Pourtant, ils sont nombreux, les hommes mariés ou non, à vivre dans le plaçage ou encore polygamie de fait, avec une ou plusieurs femmes et ayant en conséquence plusieurs familles, donc le plus souvent plusieurs filiations également. La Constitution de 1987, dans ses articles 259 et 260,
engage l'État haïtien à accorder aide et protection à toutes les familles, qu'elles soient constituées ou non par le mariage. La loi de 2012 sur la paternité, la maternité, accorde les mêmes avantages. Oui, et accorde les mêmes droits et les mêmes privilèges à tous les enfants, qu'ils soient nés ou non en dehors du mariage. D'où la formulation de notre problématique centrale. Pourquoi aujourd'hui encore, malgré la Constitution de 1987 et la loi de 2012, la problématique de la polygamie de fait n'a jamais été résolue par le Code civil en dépit de l'existence d'un cadre juridique favorable. Et les questions spécifiques qui viennent tout de suite, quelles sont les principales défaillances des institutions chargées de protéger les familles polygames de fait en Haïti? Quels sont les facteurs expliquant ce dysfonctionnement? Quelles en sont les conséquences et comment y remédier? Et comme hypothèse qui s'y rattache, les défaillances des institutions sont causées par un manque de ressources humaines et financières. Il existe une faible coordination entre les différents acteurs impliqués dans la protection des familles, l'ingérence politique, la corruption et l'absence de mécanismes de suivi entravent l'efficacité des mesures de protection. Et les objectifs poursuivis par cette recherche sont explorer le concept de la polygamie à la lumière du droit civil haïtien et la disposition de la Torah, identifier les institutions concernées par la problématique des familles, analyser les obstacles à leur fonctionnement, évaluer les impacts de leur défaillance sur les familles polygames de fait et suggérer des solutions concrètes et réalistes. Le plan de position de notre travail se schématise sous forme de 4 chapitres divisés en sections ainsi réparties. Chapitre 1er, nous avons parlé des fondements juridiques et historiques de la polygamie. Au chapitre 2, nous avons vu la polygamie en Haïti et dans la ville de Carrefour. Chapitre 3, le soutien de l'État aux familles en Haïti et dans la ville de Chapelle. Dans la ville de... Tu as des petits problèmes de connexion. Des institutions de protection des familles polygames. Tu es dans une zone où ça passe pas bien, hein, dans ta zone. Je vous ai dit que ça va maintenant? Oui, vas-y, oui, je t'entends là, on t'entend. Je ne sais pas si oui, vas-y. Est-ce que ça va maintenant? Ah, ok. Oui, donc au chapitre 4, on parlait de faits en Haïti. En matière de méthodologie, nous avons privilégié l'approche quantitative et historique. Une approche fondée sur l'analyse documentaire, texte de loi, rapport, recherche et des entretiens avec
les acteurs du système. Et dans le cadre de cet entretien, nous avons réalisé une enquête de terrain auprès d'une vingtaine de familles dans la ville de Carrefour. Et comme résultat obtenu, au niveau du statut des femmes à Carrefour, l'enquête révèle que 50% sont célibataires, 30% sont mariés et 20% sont en couple. En ce qui a trait au statut des hommes, 40% sont célibataires, 30% sont mariés, 20% sont en couple et 10% sont dans le plaçage. En ce qui a trait à la prévalence de la polygamie, l'enquête révèle que 100% des femmes déclarent n'avoir qu'un seul homme dans leur vie. Tandis que pour les hommes, 35% des hommes déclarent être en relation avec plusieurs femmes. En ce qui a la prévalence d'enfants nés de parents, 100% des femmes ont au moins un enfant. 40% des femmes ont 2 enfants et 20% des femmes ont des enfants avec des pères différents. En ce qui a trait à la prévalence d'enfants nés de mères différentes, 60% des hommes ont au moins un enfant et 30% des hommes ont des enfants avec plusieurs femmes. Connaissance des droits familiaux. 95% des répondants sont informés de la loi contre la bigamie en Haïti. 85% sont informés de l'existence de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. 50% déclarent être informés des articles 259 et 260 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1947 amendée. Alors 100% admettent que les articles 259 et 260 précités de la Constitution ne sont pas appliqués. En conclusion, notre mémoire est comme une symphonie inachevée. Il y a beaucoup de choses ou encore d'aspects qui n'ont pas été touchés. Ce sont des lacunes. Et l'une d'entre elles, c'est que c'est un mémoire qui ne touche pas les conséquences sur Haïti de l'imposition de la monogamie, du christianisme et de la colonisation par l'Occident. Toutefois, c'est un mémoire qui peut contribuer au débat sur la polygamie en Haïti. Et le travail montre également que les institutions chargées de la protection des familles échouent dans leur mission, ce qui confirme les hypothèses de départ. Donc, merci infiniment de votre attention. Maintenant, nous sommes à votre disposition, honorablement membre du jury, pour toutes les questions, remarques, suggestions et autres que vous avez à faire. Et nous allons en prendre note pour donner suite dans le meilleur délai. Merci encore une fois. Merci Emmanuel. Merci pour tout ça. Je vais passer la parole sans tarder à ton rapporteur, qui est le docteur Nelson Sylvestre. Et ensuite, je verrai si c'est moi qui interviens en fonction de l'intervention du rapporteur, si je parle avant, si je donne la parole à ton directeur de mémoire. Docteur Sylvestre, tu as la parole. Alors, merci, docteur Célimène, pour votre présidence. Un grand merci à l'auditoire, parce que pour moi, l'auditoire est aussi important que l'impétrant. Et félicitations à Emmanuel, parce qu'en réalité, pour moi, depuis un certain nombre d'années, je n'ai pas eu l'opportunité de participer à un jury où une thématique est aussi originale et très, très importante. Un texte bien écrit, je dois l'avouer, un texte bien écrit, et ça se voit dans sa présentation orale. Il est posé, mais quand même, on voit qu'il y a de l'expérience. D'aucuns pourraient dire que ce n'est pas tellement une thématique de droit,
Mais je pense qu'il ne saurait y avoir une thématique plus originale en droit. Parce que ça pose même le fondement du droit, du travail. Et j'ai eu à faire un cours à l'IUS culture juridique. Dans notre culture juridique, on n'a pas cette habitude de travailler cette thématique-là. C'est pourquoi j'adresse à nouveau mes félicitations à Emmanuel pour ce travail. Parce que vous savez, c'est une question à la fois difficile, mais intéressante, pertinente pour poser. Parce que Emmanuel a écrit et vient de dire pas mal de choses que parfois on voit, qu'on dit tout bas et qu'on refuse, si vous voulez, d'exhiber. Mais moi-même, ce que je vais faire avec Emmanuel, c'est dans mes habitudes, au lieu d'avoir à reprocher des manquements au niveau de la forme, je préfère aller directement au fond. Et je vais le faire sur la base d'échanges avec Emmanuel. Parce qu'Emmanuel, on n'est plus dans la présentation, on est dans la réplique orale maintenant. C'est la réplique orale. Parce que l'auditoire en a besoin. Premier élément, Emmanuel, c'est quoi le Torah? Ou la Torah? On pourrait dire les deux. Tu réagis? Je dois répondre l'immédiat? Oui, d'accord. Le rapporteur a bien dit qu'il préfère un truc direct avec toi, un échange direct. D'accord. La Torah, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de la loi de Dieu. La Torah se trouve dans les 5 premiers livres de la Bible qui, dit-on, ont été écrits par Moïse, et ces 5 premiers livres de la Bible, on les appelle le Pentateuque et on les appelle également la Torah, parce que la Torah recouvre l'ensemble de la loi de Dieu. Et selon, bon, c'est vrai, je ne l'ai pas dit dans le mémoire, mais selon les experts juifs, ces lois-là représentent 613 lois qu'on retrouve dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de la Bible, à savoir Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Eh bien, ces livres-là constituent ce qu'on appelle la Torah. Ok, merci. Donc maintenant, est-ce qu'on peut dire Torah ou loi mosaïque? Oui, la Torah ou loi mosaïque et aussi la loi de Dieu. Parce que ce sont des lois qui ont été dictées à Dieu, dit-on, dans la Bible, par Moïse et à Moïse. Maintenant, peut-on qualifier la Torah de disposition légale? Oui, ce sont des dispositions légales qui régissent les rapports verticaux entre le Créateur et le peuple d'Israël et qui régissent également les rapports horizontaux entre les Israélites entre eux. C'est-à-dire, il y a un rapport entre le Créateur et les Israélites et d'un autre côté entre Israélites et Israélites. Exactement. Et aussi, on peut dire les rapports des Israélites avec les autres peuples, les autres nations, parce qu'il y avait aussi des interdits pour les Israélites à travers ce qu'on appelle la Torah. Ok. Maintenant, quel rapport y aurait-il entre la Torah et les lois nationales des pays? Ok. La Torah régit le peuple d'Israël. Et la Torah ne régit pas
les autres nations. Donc, les autres nations avaient leur propre loi, donc, qui les dirige et qui n'avait rien à voir avec Israël. Mais Israël avait sa propre loi, donc qui est la Torah. OK. Donc, cela signifie, on pourrait même dire que dans un contexte de droit public international, la Torah, c'était une loi nationale, une loi israélite par rapport aux autres lois qui existaient. Donc, une loi israélite qui régit les rapports, comme nous venons de le dire tout à l'heure, entre Israélites et entre Israélites et le Créateur, tandis que les autres nations avaient leur propre loi et qui n'avaient rien à voir avec Israël. Parce que chaque nation avait sa loi. Or, il y avait beaucoup de nations. Il y avait la Syrie, qui était une grande nation à l'époque. La Syrie, c'est l'Irak actuel. Donc, il y avait la Grèce. Il y avait beaucoup de nations qui existent aujourd'hui, existaient. Il y avait les Francs, et qui sont devenus les Français plus tard, les Allemands, qui sont devenus l'Allemagne. Il y avait qui deviennent la Grande-Bretagne, de tout ça, etc. Bon, je n'ai pas tous les noms en tête, mais globalement, donc, chacune de ces nations-là avait le roi, ils avaient le roi également. Il y avait Sion, roi de Bazan, roi des Amoréens. Donc, l'Égypte avait ses pharaons. Ouais, donc, les pays se dirigeaient eux-mêmes avec leurs propres citoyens, à partir de leur propre loi. Très bien. Très, très bien. Et c'est intéressant parce que je vais venir à ton mémoire, mais c'est autour du mémoire qu'on essaie de voir. Parce que tu fais un master en droit public et sciences politiques. Et c'est un très bon alliage parce qu'un État qui ne se soumet pas à un système juridique est un État autoritaire. Oui ou non? Si un État est foncièrement politique, mais sans un système juridique qui le supplante, on est en présence d'un État autoritaire. Ou si tu permets que j'intervienne, ou une théologie. Il y a des républiques théologiques. L'État islamique d'Iran, c'est une république islamique. Et pareil en Israël, c'est pas une république dans le sens haïtien. C'est d'où le hiatus entre une théocratie aussi. Oui. Sergo voulait dire quelque chose également, parce que c'est tellement intéressant. C'est très important. Une théocratie. Juste pour soutenir Dr. Seliman, une théocratie, oui, absolument. Une théocratie. Et bravo, candidat. Merci. Oui, une théocratie. Et là, cette théocratie, comme la République, et on a le même problème. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils ne peuvent pas s'entendre. C'est deux théocraties différentes, l'Iran et Israël. Ce sont des théocraties. Et pour revenir à la première question du docteur Nelson, ces théocraties-là ne se plient pas à la loi de la République. Hein. Pour ce pays-là, c'est les lois de la République qui se plient à leur doctrine. C'est différent. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. C'est pourquoi le sujet, le titre, l'intitulé même, est un peu très paradoxal, pour ne pas dire contradictoire, quand Emmanuel dit la polygamie à la lumière de la réglementation de la législation haïtienne et de la Torah. C'est paradoxal. Sauf si tu veux vraiment montrer là où il y a télescopage uniquement, là où il y a télescopage, et que tu nous éclaires sur les zones de télescopage. Mais c'est deux manières
de gérer les républiques de façon différente. En tout cas, la République d'Haïti ne peut pas être une théocratie. Ce n'est pas possible. Ok, très bien, merci. Et en réalité, tu vois, parce qu'il y a tellement d'exercices à faire pour appréhender une thématique pareille, c'est vraiment corsé. Par exemple, dans ton exposé, là, tu as parlé de colonisation, tu vois? Et bon, en général, à la base de la colonisation, il y avait des dispositifs juridiques, à la base même. Il y en a, et il y a des situations où l'on dit que l'indépendance ne met pas fin à l'esclavage, mais l'indépendance est déclarée au nom de l'esclavage. Tu as cité la Constitution de 1987 pour des articles mettant en évidence cette question de polygamie dans ces deux formes, polygynie, polyandrie. Mais le gros problème, c'est que la simultanéité des actes n'est pas toujours révélée. Or, si ce n'est pas révélé, comment savoir qu'il y a accro ou non à la loi? Donc, en évoquant la Torah, possiblement, on aura des difficultés à appréhender le phénomène en prenant en compte le système juridique haïtien. Donc, partant de cela, je te pose une question. Est-ce que des dispositions freinant l'une ou l'autre des formes de la polygamie serait-elle possible en Haïti? Certes, il est révélé à travers nos recherches qu'il existe 3 formes de polygamie, mais la polygamie, la forme de polygamie la plus usitée, c'est lorsque l'homme a plusieurs épouses. Mais ce qui a trait à une femme d'avoir plusieurs maris, c'est très très rare, et la polygamie de groupe, c'est très très peu usité non plus, donc à travers le monde. Cependant, ce que je dis aussi, c'est que l'État est un État laïque. Donc, l'État, à mon sens, ne devrait pas empêcher aux gens de décider de leur style de vie. Parlant de la colonisation, par exemple, nous avons vu, par exemple, l'histoire du Maroc dans les années 1830, lorsque la France débarque au Maroc en vue de la colonisation. Eh bien, la première chose que la France a fait, eh bien, c'est de prendre des dispositions pour éradiquer la polygamie parmi les autochtones. Et il établissait dans la colonie des lois pour exiger la monogamie parmi les Marocains, parce que, selon la France, en tant que pays chrétien catholique, le style de vie de ces communautés-là, eh bien, ne répondait pas à leurs convictions religieuses. Or, comment pouvez-vous imposer à une nation libre et indépendante, vous rentrez chez cette nation-là pour l'imposer non seulement vos croyances religieuses et pour déclarer illégal
leurs us et coutumes et pour les imposer la monogamie parce que chez vous, vous êtes monogame. Donc, ce sont des faits très révélateurs qui nous poussent à comprendre que l'imposition de la monogamie du christianisme et de la colonisation, eh bien, étaient des faits avec les droits de la personne. Donc, c'était à tort que la France imposait par la France. L'Occident, et à l'époque, c'était la France, l'Espagne, l'Angleterre, qui imposaient leur style de vie aux autochtones et qui déclaraient que le comportement de ces nations-là était des comportements barbares. Et même en Haïti également. Oui. Oui. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, il ne faut pas être long dans le développement, mais ce que je peux te dire, que tu développes tellement de points différents, comme quoi c'est ce qui prouve que ton travail est très riche. Hein? Mais je veux à un moment donné passer la parole à ton directeur de mémoire. Mais vas-y, réponds. Et je crois que le docteur Nelson a encore une ou deux questions à te poser, mais réponds déjà à ça. Je redonne la parole au docteur Nelson s'il avait une question. Et après, je passerai par le directeur de mémoire. Parce qu'il y a tellement de points qui viennent se télescoper dans ce que tu dis qu'on ne va pas sortir. Parce que tu parles d'une époque de colonisation où, effectivement, on ne peut pas arriver chez les autres et leur imposer ton système. Mais je te signale qu'il y a quelques années, Mayotte, l'île de Mayotte, musulmane, polygame, et le dernier département qui est rentré en France, qui fait partie de la République française, où on a accepté que les gars soient polygames, ce qui est contraire à la République. Tu vois, mais Mayotte fait partie de la République, tu vois, alors que le Maroc, c'est une colonisation. Tu vois, c'est très complexe comme sujet, et avec le temps, dans les 3 siècles qui ont parcouru, parce qu'entre-temps, la France a connu une loi très importante, dont tu as parlé, qui existe aussi en Haïti, qui est la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas une question de te favoriser telle religion ou pas. La laïcité, l'État ne se mêle pas de religion. L'État ne se mêle pas de religion. Mais par contre, l'État doit protéger les individus qui ont leurs propres croyances. C'est-à-dire, si je suis musulman et que je viens te taper entre catholiques, on me fout en prison parce que je ne dois pas te taper parce que tu es catholique. Tu vois, on doit protéger les croyances. C'est ça la laïcité. On ne se mêle pas de religion. La liberté de culte. On ne se mêle pas, même pas neutre. C'est pire que ça. Oui, non, c'est la liberté de culte. Et la liberté de culte. La liberté de culte, mais ça va encore plus loin. C'est la liberté de culte, mais protection de ta liberté aussi. C'est-à-dire... Alors, et pendant que tu dis ça, Fred, sans t'interrompre, en réalité, c'est ce que j'allais dire à Emmanuel. La question était que est-ce qu'on peut facilement aller vers ça dans les dispositions légales en Haïti? Je pense que c'est très difficile parce qu'en Haïti, déjà, il y a un problème d'élaboration de dispositions juridiques et n'en parlons pas d'application des dispositions qui sont déjà là. Maintenant, il faut voir la notion de responsabilité. Parce que c'est une question également de responsabilité. Parce que vous savez, si on parle de polygamie et on parle de dispositions juridiques, eh bien, il faut prendre en compte les notions de succession, les notions de prise en charge. Oui, vous savez que tous les problèmes que ça pose généralement, socialement. Mais la République, a réglé tout ça. La République d'Haïti a tout ça la République a réglé ça.
Et Haïti, c'est aussi une république laïque, hein, à mon sens. Je ne suis pas un spécialiste du droit haïtien, mais je crois que Haïti, c'est une république laïque, à mon avis. Sauf s'il y a des connaisseurs, on va passer la parole au directeur de mémoire, qui me dit non, là, que Haïti n'est pas laïque, n'est pas une république laïque. Bon, je vais croire les spécialistes. Mais d'après ce que je constate, c'est une république laïque où les gens ont la liberté de croyance. Et je pense que la République va protéger ses citoyens pour leur permettre de vivre leurs croyances. De vivre leurs croyances. C'est-à-dire qu'on ne les empêche pas de vivre leurs croyances. Et c'est ça la laïcité. Et que pour finir, Président, en réalité, Emmanuel, ce n'était pas une intention d'aller au tac avec toi. Premièrement, j'admets que c'est une thématique très originale et très profonde. Et ça rentre d'emblée dans les études de droit. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il faut bien poser. J'ai vu que tu as donné quelques pistes de solutions concrètes. Et je t'inviterai tout simplement pour le document final à mieux spécifier. Parce que quand on essaie d'apporter ou d'indiquer des solutions concrètes, il faut être concret également. On ne peut pas être évasif en disant ceci. C'est-à-dire, si tu dis, il faut modifier le cadre légal, mais en quoi? Il faut toucher du doigt. Et la raison de ces changements. Donc voilà en gros, Dr Célimène, mes commentaires, mes remarques, et encore une fois, félicitations à Emmanuel pour son effort. Oui, alors tu peux rester là quand même avec nous, parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir, parce que le sujet est tellement riche et complexe. Alors, je passe la parole immédiatement à son directeur de mémoire, le docteur Jean-Rony Gustave, qui était là, je l'ai vu arriver. Oui, je suis là. Ah, voilà, il est là. Oui, je suis là. Tu as la parole, tu as la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'accorder la parole. Donc, j'ai bien écouté les remarques, les critiques du professeur Sylvestre et celles de vous, là. Essayez d'activer la caméra, je vois que ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Si ça ne marche pas, j'ai essayé d'activer la caméra, je vois que ça ne marche pas. Je suis si ça ne marche désolé. pas, c'est pas grave, on te connaît. C'est pas la première fois que tu soutiens des donc j'ai bien écouté les remarques du professeur Sylvestre et celles du professeur Fred. Donc, ce sont des remarques pertinentes à mon avis. Et j'ai bien écouté l'exposé du maître Lacroix. Donc, je crois que c'est un bon travail. Moi, j'ai eu le plaisir de lire ce travail et je pense que ce travail est original. Il est très original, il est très pertinent dans le sens que chez nous, il y a la polygamie de fait, en quelque sorte. Il y a la polygamie de fait. Plusieurs femmes, les hommes ont toujours plusieurs femmes. Le plus souvent, les hommes ont toujours plusieurs femmes, mais de droit, on n'accepte pas la polygamie. Mais de fait, Haïti, je pourrais dire, Haïti est un pays où cette pratique, donc je ne peux, où je pourrais dire la polygamie peut être considérée comme une pratique variante. Bon, ce n'est pas une pratique normative, mais une pratique variante, une pratique qui n'est pas souhaitée, mais quand même qui est acceptée par beaucoup de gens au sein de la population haïtienne. Donc, moi, comme sociologue et juriste également, je crois que le droit haïtien devrait jeter un regard spécial sur la polygamie. D'autant que culturellement,
Haïti Haïti, donc culturellement, et cette pratique devrait être de mise chez nous. Parce que nous, en quelque sorte, Haïti, ce n'est pas un pays occidental. On nous impose beaucoup de choses. On nous impose le mariage, on nous impose Tu as un problème de connexion, Jean-Oni. Oni, tu as un problème de connexion. Oni. Oni, tu es déconnecté. Tu vois, c'est en relation avec notre soutenance de tout à l'heure, où on voit comment le numérique n'est pas facile en Haïti, où il faut régler ces problèmes d'énergie et de connexion pour faire d'Haïti, permettre à Haïti de tourner le dos au sous-développement et prendre la route du numérique. Et voilà les petites difficultés. Ah, il s'est déconnecté, il va revenir. Bon, entre-temps, il va revenir sans aucun doute, mais entre-temps, je voulais dire à Emmanuel, tu travailles, quel est ton métier, Emmanuel? Ça peut m'éclairer. Emmanuel, lui aussi, il a un problème de connexion. Ça peut m'éclairer sur ton approche. Emmanuel, tu as un problème de connexion là, toi aussi. Et docteur Célimène, d'abord, je suis technicien de station sanitaire et plomberie. Oui, je vous écoute très bien, docteur Célimène. Est-ce que ça passe maintenant? Oui, je t'entends. Allô? Oui. J'ai plusieurs métiers parce que je suis d'abord technicien en installation sanitaire et plomberie, travailleur social. Je suis licencié en droit. Comme quoi? Comme magistrat? Comme magistrat, oui, juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Ah, d'accord. D'accord. Bon, ça m'éclaire un peu. Tu vois, comme je ne t'ai pas comme étudiant, je suis en économie, donc je ne te connais pas, mais depuis un moment, je voulais avoir un peu cette information. Donc, je vois un peu sous quelle langue tu as voulu voir la polygamie et faire la connexion entre la réglementation haïtienne et la Torah. D'accord? Je vois à peu près. Bon, mais ça me permet de repasser la parole au directeur de mémoire. Jean-Oni, tu es là? Oui. Oui, je suis là. Et en plus, on voit que on te voit maintenant. On te voit maintenant, on voit que ta moustache est bien rasée, que ta coiffure est bien faite. La caméra et on voit tout ça. Oui, donc je disais, et tantôt culturellement, Haïti est un pays qui devrait appliquer cette pratique dite polygamie. Parce que Haïti, c'est pas un pays, je veux dire, au sens, c'est pas un pays occidental, mais on impose à Haïti pas mal de choses, dont le mariage et la démocratie. Donc, on impose à Haïti pas mal de choses. Mais si Haïti devrait suivre l'Afrique, donc la polygamie, donc serait bienvenue en Haïti. Donc, c'est pourquoi je pense que le sujet de la croix est d'une importance capitale dans le sens que ce travail, en fait, ouvre la voie à un débat qui pourrait être considéré comme tabou en Haïti. Donc, pour terminer, j'aimerais demander à Maître Lacroix, est-ce qu'il y a une différence entre polyandrie et polygamie? Parce que je vois tantôt, il confond les deux.
est-ce qu'il y a une différence entre polyandrie et polygamie? Est-ce que les deux, elles sont la même chose? La polyandrie est ce qu'on appelle la polygamie. Et selon les enquêtes de terrain que vous avez menées auprès des populations de Carrefour, est-ce qu'il y aurait une tendance à la polyandrie en Haïti? Est-ce qu'il y aurait une tendance à ce qu'on appelle la polyandrie en Haïti? Donc, encore une fois, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Donc, je m'arrête là. Je vous retourne la parole. Merci beaucoup. Merci. Et puis, tu vas féliciter ton coiffeur. OK? Et moi, je voulais dire quelque chose. Comme c'est la dernière soutenance, je peux passer la parole à 2 personnes, pas plus, et une question. 2 personnes en dehors du jury, exceptionnellement. C'est le dernier, parce que c'est un sujet qui a plusieurs tiroirs. Tu vois, quand tu dis, quand le directeur de mémoire dit, c'est occidental, on nous impose ça. Mais même les Occidentaux, dans l'Antiquité, et jusqu'à il y a 3 siècles, le mariage n'était pas une évidence. Le mariage n'est pas une évidence. Et le mariage, il y a certains papiers qui démontrent que le mariage est venu pour protéger les femmes. Pour protéger les femmes. Il y a plein de papiers dessus. Le mariage est arrivé en Occident pour protéger les femmes. Oui, plein de papiers. Deuxième chose que je voulais te dire. Parce que les Occidentaux sont pareils que les Haïtiens. Ils ont pratiqué la polygamie aussi il y a longtemps. Il ne faut pas croire. Et un autre aspect qui est absent, je suis désolé de plaider pour ma paroisse, c'est-à-dire l'économie. L'économie est très souvent, et ça s'est vérifié dans les pays en voie de développement, comme en Afrique, en Amérique latine, dans certains pays, on a vu que le fondement de la polygamie, c'est des critères économiques. C'est des problèmes de rareté. Des problèmes de rareté. Et il y a même des papiers qui montrent en quoi la polygamie pousse à la corruption. Et que la corruption a un effet feedback, pousse à la polygamie. Puisque c'est une question de conditions économiques. Quand les femmes n'ont pas, parce que les hommes ont plus de chances dans notre monde moderne ou pré-moderne, les femmes ont plus de difficultés financières, matérielles, et en plus c'est elles qui souffrent des charges du ménage, du foyer. Donc, quand les femmes se retrouvent seules, soit seules ou soit avec des enfants, eh bien, c'est celui qui pourra s'occuper d'elle qui sera le compagnon. Donc, tu vois bien que la dimension économique, bon, il y avait plein de papiers dessus il y a 10-20 ans. Hein. Bon, désolé d'être plus vieux que vous, hein, désolé, mais je lisais des papiers à 20 ans sur ça, où les critères économiques étaient au centre de la polygamie. Ce n'est pas une question d'occidental ou pas occidental. En Afrique, en Amérique latine. Et quand les pays se développent, on constate que lorsque le pays se développe, il y a une réduction du taux de polygamie. Oui, il y a une réduction. Quand la notion de protection sociale arrive pour les femmes, pour les enfants, le niveau de vie s'améliore, etc., le taux de polygamie diminue. Ouais, donc, il y a plein de dimensions à prendre en compte dans ce genre de sujet. Alors, bon, je peux en parler pendant 1000 ans, hein, mais ce n'est pas le but du jeu. Donc, je ne sais pas si Emmanuel, par rapport à tout ce qu'il a entendu du docteur Nelson Sylvestre, de son directeur, le docteur Ronnie Gustave, est-ce que tu as quelque chose à nous dire avant de passer la parole à 2 intervenants extérieurs au jury? Ce que je voudrais dire, c'est juste pour répondre à une question d'abord de mon encadreur, le docteur Jean-René Gustave, qui m'a demandé est-ce qu'il y a une différence entre la polyandrie et la polygamie. Donc, la polyandrie est une forme de polygamie.
La polyandrie, ça concerne les femmes. La polygynie, ça concerne les hommes. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Bon, et globalement, je peux comprendre que la polygamie pose des problèmes, tout comme également la monogamie pose des problèmes. Les problèmes sont partout. Cependant, ce que moi-même, je pense, c'est que de la situation que nous connaissons ici en Haïti, avec des centaines d'enfants sans père, or il y avait un père géniteur, et tout ça, c'est parce que il y a trop de liberté en cette matière qui ne permet pas aux gens de prendre responsabilité. Pourtant, s'ils avaient des foyers polygames légaux, eh bien, la notion de serait tu as des problèmes de connexion. Dans ta zone, il y a des problèmes de connexion. C'est dommage. Oui, mais on comprend, il voulait, sans nous dire, la non-formalité de la polygamie. La non-formalisation même de ça. Dans le sens, c'est bien le magistrat qui parle, je vois bien. C'est bien le magistrat qui veut un cadre juridique pour pouvoir agir. C'est bien pour ça que je décodais chez lui une formation professionnelle. Il veut une formalisation et les magistrats aiment le cadre légal pour pouvoir agir. Et donc, il est bien magistrat, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Il faut un cadre légal. Or, le cadre légal va protéger et l'homme, et les femmes, et les enfants. Parce que moi, écoute bien, j'ai vécu une bonne partie de ma vie, de ma ville natale. Parce que tous les hommes de ma ville natale sont polygames. Mon père était polygame. Je suis né dans une famille de polygames. Mais quand l'économie se développe dans ta région natale, le taux de polygamie a diminué. Le sou des funérailles de mon père, lorsque j'étais là, jeune enfant, eh bien, j'ai vécu pas mal d'expériences avec les familles. J'ai vu beaucoup de choses. Et ça continue encore aujourd'hui dans d'autres communes. Je vis chaque et également on voit. Alors, donc, la polygamie de fait, eh bien, oui. OK. Alors, je n'ai pas vu qui a posé, mais je vais passer par lettre alphabétique. Je vais donner d'abord Alexis, après Sergo, Élisée. Rapidement, une question, pas plus, et peut-être qu'il y aura des réponses ou pas, ou bien des remarques, ça serait plus rapide. Alors, Alexis d'abord, ensuite Sergo, ensuite Élisée, et je ne prends personne d'autre. Je laisserai la parole aux membres du jury et à Emmanuel Lacroix pour clôturer la séance. Oui, bonsoir tout le monde et merci, Monsieur le Président, d'avoir créé l'ouverture et dans cette soutenance avec un sujet aussi très, très, très polémique. Je félicite l'impétrant et je salue tout le monde, Maître Lacroix. Alors, je voudrais dire un petit mot surtout pour la question de 2 points, la question de théocratie, et je crois que Dr Nelson Sylvestre, lui, l'a abordé, et aussi la question de la Torah et les autres lois nationales. Alors, je peux dire que la théocratie dans l'histoire même du peuple hébreu, c'est à un certain temps. C'est à un certain temps. Et à un certain moment de la durée, il y avait de la théocratie. Mais cependant, à partir et la question de se conformer aux autres nations,
il fallait un roi, et à ce moment-là, c'est briser la théocratie. C'est briser la théocratie. Donc, à partir du premier roi d'Israël et Saül, dans ce cas-là, ce n'était pas la théocratie. C'était pas la théocratie. C'est à un certain temps où c'était Dieu qui communique les règlements, etc. auprès du peuple. Là, on parlait de théocratie. Mais arrivé à un certain temps, ce n'était plus la théocratie. Mais concernant la Torah par rapport aux autres lois, je peux dire que la Torah, effectivement, comme le Coran pour les musulmans. Bon, généralement, vous voyez, quand on a rédigé une loi dans les pays musulmans, le premier texte cité, c'est le Coran. Le deuxième texte, c'est la Constitution. Et le premier texte cité, c'est le Coran. Eh bien, pour le peuple Israël, c'était pareil. Le premier texte cité, c'est la Torah. D'ailleurs, dans l'un des livres de la Torah, vous avez le livre Lévitique. Et à ce moment-là, c'était un code. C'était un code. Et quand on dit un code, c'est un texte qui avait légiféré en tant que tel la société israélite. C'est ces deux points que je voudrais faire. Merci encore, Monsieur le Président, pour l'ouverture. Merci, Luc. Merci pour cette intervention. Et je sais que dans ce domaine-là, tu t'y connais, justement. Donc, c'est très bien d'être intervenu là-dessus. Alors, maintenant, je donne la parole à un autre intervenant excellent au jury, Sergo Jacob, docteur Sergo Jacob. Bonsoir tout le monde. Merci, Monsieur le Président. Une question bien vite fait. Je voulais entendre le candidat s'exprimer en essayant d'articuler le concordat. Je sais évidemment que chaque nation vit sa laïcité d'une certaine façon. Donc, concordat, laïcité et aussi le fait que l'habitude, le fait politique de devoir aller à un tédéum une fois que les autorités prennent le pouvoir. Comment vous articulez tout ceci? Concordat, laïcité et un choix qui est fait d'une certaine façon. Voilà, merci. Et merci Sergo pour cette... Emmanuel, tu peux répondre tout de suite? Je sais qu'il y a des problèmes de connexion. Ah, il a disparu. Il a disparu. C'est le problème du numérique et de l'Internet, quoi. Alors, vous savez, Fred, en réalité, ce sont deux bonnes interventions. Celle de Luc, de Béni et de Sergo. Parce que, bon, pour cette dernière interrogation, effectivement, c'est une matière à réflexion quand on parle de tédéum. Alors, je rappelle tout simplement pour Sergo, s'il ne l'a pas oublié, et lors de la présidence de Maniga, ce n'était pas fait, non, Maniga avait refusé, Leslie Maniga avait refusé d'aller au tédéum. Et bon, certains l'accusaient de comment est-ce qu'on dit ça, d'athée, alors que ce n'était du tout pas vrai, mais ils pensaient que l'État était laïque à l'époque et que pour assumer la présidence, il n'avait pas à se diriger vers l'Église catholique en faisant fi de cette loi de concordat qui a été justement bien cet accord qu'il y a eu entre l'État d'Haïti et l'Église catholique. Donc, effectivement, il y a un rapport à établir quand on veut parler de cette question de choix des gens, de fait ou de loi. Et c'est intéressant de poser la question. Mais malheureusement, il est revenu, on dirait. Il est revenu? On dirait qu'il est en train de revenir là. Mais en attendant qu'il apparaisse vraiment, je passe la parole à Élisée Loubens. Merci, docteur. Donc, en fait, je félicite mon collègue pour cette problématique sur la polygamie. Et je ne vais trop m'attarder parce qu'il y a un problème de connexion. Et ma question est la suivante, du fait que mon collègue Lacroix parle de la Torah et de la Bible par rapport à la pratique de la polygamie.
j'aimerais bien lui demander quelle est donc la prévalence de cette pratique de la polygamie dans le christianisme, notamment en Haïti. Oui, puisqu'il travaille sur le champ haïtien et visiblement il connaît. Tu es là, Emmanuel, voilà. Tu as entendu la première question du docteur Sergo Jacob et tu as entendu la question à l'instant d'Élisée Loubens. Donc, si tu peux répondre, tu as 2 minutes pour répondre. Je peux répondre à la question de M. Loubens. C'est juste donc, pour lui dire que nous n'avons pas d'informations statistiques en ce qui a trait à la prévalence et de la polygamie dans le christianisme. Nous savons que ce que nous savons empiriquement, c'est que les hommes et les femmes qui sont dans le plaçage et du binage, qui sont une forme de polygamie de fait, ils sont tous des chrétiens. Oui, ils sont des chrétiens. Malgré que le christianisme prône la monogamie, mais les polygames, ils sont des chrétiens. Ouais. Je ne veux pas faire différence de religion, etc., parce que toutes les religions chrétiennes sont des chrétiens. Mais pourtant, ils ont plusieurs épouses non légitimes, non légales. Mon père est chrétien, 80, il a une autre femme avec qui il a mis au monde une fille, et c'est le jour de sa funérailles. Voilà. Je n'ai pas de statistiques. Ok, tu peux répondre maintenant au docteur Sergo Jacob. Bon, et la question de Sergo Jacob, il me semble parce qu'il n'y avait plus de soins à ce moment-là. Mais est-ce qu'il peut... Attends, il peut répondre rapidement. Vas-y, Sergo. Voilà, merci, Monsieur le Président. Maître Lacroix, la question est extrêmement simple. D'abord, félicitations, et félicitations à tout le jury d'ailleurs. On est dans l'inhabituel. La question est celle-ci. La laïcité est vécue de différentes manières par les uns et les autres, c'est-à-dire les pays. Nous, on a un choix, on a le TDA, mais merci d'ailleurs à Dr Sylvestre d'avoir fait le rappel du président Maniga tantôt. Je voulais vous demander, quand vous prenez le concordat, la laïcité dans le cas d'Haïti et le fait même du TDOM, qui n'est pas banni d'un point de vue proprement juridique, j'ai presque envie de dire, comment vous articulerez un raisonnement sur ces constats-là? Voilà, merci, Monsieur le Président. Voilà, Emmanuel, tu as la parole rapidement. Décidément, il est dans une... Entendu là, ce que et c'est pour moi, c'est un peu difficile de Tu n'as pas entendu la question? J'ai entendu la question, mais je ne peux pas y répondre. Ah, d'accord. D'accord. C'est une réponse. Ça me va, oui, c'est une réponse. Merci, merci, Monsieur le Président. Non, mais je sais que tu avais accepté la réponse. Tu as répondu, Emmanuel. Tu as répondu. Tu as répondu. Et même celui qui a posé la question dit que tu as fait une réponse. Absolument. Une non-réponse est une réponse. Oui. Alors, c'est ça qui est bien. Alors, on peut toujours débattre, surtout quand on utilise le numérique comme ça. Et moi, j'ai permis cette ouverture à l'extérieur parce que c'est le dernier, c'est la dernière soutenance. Hein. Ce n'est pas dans la pratique. Mais je vais terminer en demandant au rapporteur et au directeur de mémoire d'intervenir. Le rapporteur d'abord. Est-ce que tu as une dernière remarque ou question à poser, rapporteur? Non, tout simplement, c'est pour signaler la beauté de cette soutenance, cette dernière soutenance du jour. Oui. Il y en aura encore lundi, mais vraiment, c'était bien. C'était bien. Voilà. Docteur Oni Gustave, est-ce que tu as une remarque? Je sais que tu as des problèmes de connexion. Voilà.
Ça va, tu n'as pas de remarques. OK, parfait. Eh bien, moi j'aurais demandé juste à Emmanuel de réfléchir, parce que tu sais, une thèse, ça prend 2 ans, 3 ans, mais ça peut être l'œuvre d'une vie. Si je te donne l'âge auquel les âges auxquels certains ont fait leur thèse, qui sont des grands penseurs aujourd'hui, tu vas pas croire. Donc, comme le sujet est tellement riche et que tu maîtrises visiblement le droit, mais on dirait que tu connais un peu les règles religieuses plus ou moins. Donc, il faut voir si tu ne peux pas, avec ton directeur, formaliser un sujet, un projet de thèse qui pourrait apporter au débat en Haïti. Ça, c'est un débat intéressant qui peut apporter. Mais on peut très bien trouver un économiste qui puisse poser le problème à sa manière aussi. Parce qu'il y a plein de travaux. Même le prix Nobel Gary Becker, à un moment donné, avait fait un papier comme ça sur offre et demande, amour, offre et demande. Tu vois? Donc, sur l'économie. Donc, c'est pas mal, des choses comme ça. Mais c'est pas pour toi, mais sur l'angle juridique. Tu peux l'aborder, et puis on peut très bien trouver un économiste qui travaille sur ces histoires-là. Et il y a un lien très net entre croissance, développement et polygamie. Voilà. Alors, Luc travaille sur le développement, il n'a pas travaillé sur la polygamie, il a travaillé sur d'autres aspects tout aussi intéressants, mais c'est une dimension. Le développement, il y a tellement de champs. Il n'y a pas que l'éducation, que la croissance, que les revenus. Il y a ces aspects-là qui sont très riches et qui constituent le développement d'une société. Voilà. Donc voilà, Emmanuel, est-ce que tu as un dernier mot à dire au jury et on s'arrête là? Mon dernier mot au jury, c'est de dire merci. Merci à et Gustave également. Vraiment dommage. Tu as une mauvaise connexion, vraiment dommage. Et le public aussi, merci. Ma famille, mon frère qui joue à l'unité, merci à tout le monde. Merci à tous, au public, à tous. Merci. Notre texte pour continuer à l'améliorer, avec le support de mon radio. Merci pour ton travail, merci pour tes efforts, pour le sujet, et pense à y consacrer ta vie sur ce sujet. Parce qu'il y en a qui y consacrent leur vie sur ce sujet. Alors participe là. Allez, bye bye. On arrête là. Au revoir à tous. Merci, docteur. À bientôt.